La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Vous commencez cette lecture des journaux par ce conseil. On a tort de ne pas écouter ses amis. Ne soyez pas consumés par la rage. C'était le 18 octobre dernier. Quelques jours seulement après l'effroyable attaque terroriste du Hamas, Joe Biden est à Tel Aviv, rappelle Séverin Husson de la Croix. Il avait alors exhorté ses amis israéliens à ne pas reproduire les erreurs des États-Unis après le 11 septembre. Réponse militaire disproportionnée, détentions abusives dans des prisons d'Abu Ghraib ou de Guantanamo. Ne soyez pas consumés par la rage, leur avait-il dit. Presque 8 mois après le 7 octobre, force est de constater que les Israéliens n'auront pas écouté le vieux Joe. Pour preuve, ces révélations, la une de la Croix, sur l'existence d'une prison cachée sur une base militaire du Negev. Violence, déshumanisation, torture. Céline Lemoine a recueilli des témoignages de détenus et de lanceurs d'alerte. Des ONG israéliennes s'alarment aujourd'hui sur de potentiels crimes de guerre. En fait, Israël est en train de perdre la bataille de l'information, explique Renaud Girard dans Le Figaro. Et cette bataille, celle de l'opinion, est cruciale dans une démocratie. Les Américains le savent depuis la guerre du Vietnam. Or, la vidéo de tentes prenant feu dans un camp de réfugiés palestiniens il y a 10 jours est l'équivalent de la photo de la petite fille vietnamienne brûlée au napalm. En paraissant s'adonner à la vengeance et à la punition collective, écrit Renaud Girard, Israël est en train de perdre la guerre de l'information, la guerre tout court. Alors, autre bataille de l'information, autre défaite. Celle-là est quand même beaucoup moins dramatique, sauf pour la Macronie qui est effectivement en train de perdre pied. On a l'impression que pour nos deux têtes de l'exécutif, ces européennes sont devenues des sables mouvants où plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent. Comment faire l'unanimité contre soi ? Eh bien, Gabriel Attal a trouvé en s'invitant dans un studio de radio pour prendre la parole à la place de sa tête de liste. Tempête chez les féministes, clameur chez les adversaires, mais pas seulement. Valérie Ayé est-elle nulle ? S'interroge indigné Nicolas Bétou à la une de l'opinion. Tout se passe comme si le Premier ministre avait décidé de couvrir la voix de sa candidate, écrit-il. Et puis, il y a aussi la manip d'Emmanuel Macron qui, sous prétexte du 6 juin, débarquera dans les 20h de TF1 et France 2 à 3 jours du scrutin. Là encore, tollé général. Pourtant, rien d'illégal, la pratique est même assez commune dans tous les États un peu autoritaires. Interrogé par Le Figaro, Michel Boyon, ancien président du CSA, a recherché dans ses souvenirs. Le seul précédent que je vois remonte au 4 mars 1967, lorsque le général de Gaulle s'est exprimé à la veille du premier tour des législatives. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de règles, ni de décompte, rappelle Patelin, le vieux sage. Mais un président ne devrait pas faire ça, s'emporte Yves Tréhard, beaucoup moins Patelin. Le chef de l'État et Gabriel Attal peuvent multiplier les coups de force médiatique pour sauver les meubles, écrit-il à la une du Figaro. Rien n'y fait, le rejet est profond, la corde macroniste est usée. Et confirmation dans les Échos, où selon un nouveau sondage Opinionway et Solis, Valérie Ayé ne devance plus Raphaël Glucksmann que d'un seul petit point. La candidate macroniste était déjà mal en point, elle est désormais dans la marge d'erreur. Il n'y a pas que la politique dans la vie et dans les journaux. Il y a aussi de belles histoires de littérature. C'est ainsi que le Figaro nous raconte ce matin celle du 2e manuscrit de L'étranger. Il sera mis aux enchères demain. Un événement, tant le roman de Camus est monumental, mais la singularité de ce manuscrit, c'est qu'il a été écrit 2 ans après la parution du livre. On ne sait pas en fait si l'auteur a voulu faire une blague ou gagner de l'argent facilement en recopiant lui-même son livre, avec de faux repentirs, quelques palimpsestes et des gribouillages dans la marge. Emballé c'est pesé, le texte sera mis à prix entre 500 et 800 000 euros. Mais on va terminer par ce qui est peut-être un autre faux, mais surtout une vraie belle histoire d'amitié entre 2 écrivains. C'est dans L'Équipe que vous lirez cette double page. À l'approche des JO, le quotidien sportif exhume effectivement quelques-uns de ses nombreux souvenirs. Il raconte aujourd'hui les aventures d'Antoine Blondin, chroniqueur de luxe du journal pendant les JO. À Moscou, en 1980, il s'était lié avec un jeune reporter de 28 ans, Sorge Chalandon. Ils s'étaient rencontrés au petit déjeuner. L'auteur d'un singe en hiver était assis devant 2 verres. Un de vodka pour dire au revoir à cette saloperie de nuit, et un de cognac pour saluer le jour qui vient. Il avait immédiatement commandé la même chose à son jeune confrère, une amitié était née. Le jeune Sorge n'était pas encore le grand écrivain qu'il est devenu, mais la légende veut que quand son ami avait des absences, il lui terminait ses papiers, comme celui-ci où, comparant les pilosités de Lénine et de Raspoutine, Blondin avait titré sa chronique « Les barbes parallèles ». Oh, magnifique. C'était à Moscou.
c'était il y a 44 ans, bien loin de notre duo Macron-Attal, nos glabres asymétriques. Oh là là, magnifique Olivier Delagarde. Il parlait de sport de temps en temps aussi, Antoine Blondin, l'air de rien.